Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this webinar on the organic approach to plant healthcare. My name is Eric Gall. I'm Deputy Director and Policy Manager for IFOAM Organics Europe, which is the Federation for Organic Food and Farming in the European Union and beyond. And first of all, I would like to thank my colleague Mathilde Calmels for organizing this conference today, and Mr. Eric Andrieux, member of the European Parliament, for co-hosting this conference with us as well, and I will introduce him in a minute. But first, on the practical side, there will be interpretation into French and from French to English for this event. So in the Zoom interface, you have a button at the bottom through which you can choose your preferred language, either French or English. So we are here today because, as you know, the Farm to Fork strategy, as well as the biodiversity strategy, cette stratégie de ferme à la fourchette a mis en place des cibles aspirationnelles d'atteindre 25% de terres agricoles biologiques en 2030, mais cette stratégie de la ferme à la fourchette aussi prévoit une réduction des pesticides synthétiques par 50% en 2030. Et bien sûr, une augmentation de terres agricoles biologiques va réduire l'utilisation de pesticides. Nous voulons prendre cette opportunité aujourd'hui pour expliquer en quoi c'est l'approche biologique à la santé des plantes. Évidemment, on utilise des pesticides synthétiques, c'est interdit pour la production organique, mais l'idée c'est de ne pas substituer les pesticides synthétiques avec des substances naturelles. C'est minimiser la dépendance de l'écosystème sur les intrants externes, et c'est ça qu'on veut expliquer aujourd'hui. Sur toutes les terres biologiques, aucune herbicides sont utilisés sur 90% des terres biologiques. Les pesticides ne sont pas utilisés non plus. Et on n'utilise que des substances naturelles. Mais l'année prochaine, nous aurons aussi une révision de la directive européenne sur l'utilisation durable des pesticides pour l'Union européenne. Donc, ce qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est comment est-ce que les politiques de l'Union européenne peuvent soutenir cet objectif de réduire les pesticides. Cultiver la nourriture sans les pesticides, c'est possible, et c'est cela que nous allons aborder aujourd'hui. Et j'espère que nous allons aussi vous expliquer des mésentendements sur ces pratiques biologiques. Puis après sa présentation, nous allons passer à une séance de panel, de questions-réponses. Vous pouvez utiliser les fonctions de Zoom pour poser des questions ou bien la messagerie chat aussi. Mais d'abord, je tiens à présenter notre co-président. C'est M. Andrieux, c'est un membre du Parlement européen depuis 2012. Il vient du sud de la France. M. Andrieux est le vice-président d'un groupe des démocrates socialistes au sein du Parlement européen. Il est membre des deux comités sur l'environnement et un autre comité. Et quand il s'agit de l'utilisation des pesticides, il a beaucoup d'expérience puisqu'en 2018, il était président du comité sur les ravageurs mis en place au sein du Parlement suivant le renouvellement de l'autorisation de glyphosate. Il était responsable de réévaluer la procédure d'évaluer les pesticides. Et puis, il était rapporteur aussi sur le nouveau règlement biologique. Plus récemment, il était rapporteur pour le Parlement européen, son rapport sur le plan d'action biologique aussi. Donc, Monsieur Andrieux, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et je passe la parole à vous. Merci beaucoup, Eric Gall. D'abord, je tiens à vous saluer à toutes et à tous, bien sûr, pour votre présence. Plus particulièrement, je voudrais me féliciter du travail du partenariat que nous avons conduit avec IFOAM, donc, et en particulier avec Mathilde Calmels, avec qui on a beaucoup préparé cet événement. Remercier bien sûr Pilar Aguar Fernandez qui va être parmi nous, Frank Wolk qui est là, donc Jutta Kinsler
qui va nous éclairer de sa science tout à l'heure, donc bien sûr, et nous en avons bien besoin dans ce moment. Vous le savez, donc, comment dire, nous sommes à un moment charnière, et Eric Gall vient de l'évoquer, et c'était pour nous, pour moi, mais moi en tant que Parlement, parce que le sujet va s'accélérer, bien sûr, et bien sûr avec IFOAM, donc je me félicite de notre collaboration. C'est un moment important pour organiser ce type d'événement. Vous le savez, il y a quelques semaines à peine, le Parlement a voté la stratégie Farm to Fork de la ferme à la fourchette, ce qui a permis de confirmer finalement les objectifs qui étaient dans le pacte vert, dans le Green Deal. C'est-à-dire, de façon très claire, la réduction de la moitié de l'usage des pesticides et l'augmentation des terres d'agriculture biologique avec l'objectif d'atteindre 25% de la surface donc, utile d'ici 2030. Donc, ceci étant acté maintenant, et non sans mal, et on va y revenir dans quelques instants. Et dans les prochains mois, c'est pour ça que je parle de phase charnière, nous allons continuer, Eric vient de le rappeler, à être mobilisés sur ces sujets. D'abord avec le rapport d'initiative sur le développement de l'agriculture biologique, ainsi qu'avec la révision de la directive sur l'usage durable des pesticides, ce qu'on appelle le SUD aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus de ces deux aspects-là, donc qui vont au travail aujourd'hui, il y a la nécessité pour nous parlementaires, mais aussi pour nous les ONG, j'ai envie de dire, d'être vigilants sur la qualité et le contenu des plans stratégiques nationaux. Comme vous le savez, la volonté de la Commission, ce que j'ai dénoncé depuis le début, et ce n'est pas nouveau, donc ça a été finalement de nationaliser la politique agricole commune. Et aujourd'hui, on est réduit à la qualité des plans stratégiques nationaux pour essayer de rendre efficiente cette politique agricole commune. Et si on veut obtenir finalement donc, des objectifs en matière d'écologisation, j'ai envie de dire, de l'agriculture, il va falloir qu'on soit très vigilant sur la qualité de ces programmes-là. Parce qu'il ne vous a pas échappé que lors des débats en amont du vote de la stratégie de la ferme à la fourchette, de Farm to Fork, on a eu un débat passionné et que j'ai qualifié d'ailleurs d'irrationnel. Certains, d'ailleurs je tairai le nom aujourd'hui, mais c'est bien dans ce contexte-là que se tiennent nos échanges, comment dire, prétendant même qu'on allait, si on votait ce texte-là, organiser la famine mondiale. Donc ça veut dire qu'on a atteint, si vous voulez, le summum que je qualifie de l'ineptie, si vous voulez, donc sur ces enjeux-là. Et je crois qu'il faut savoir, dans ces moments, surtout, raison garder. Et c'est pour cette raison qu'il me paraissait important de contrer certaines actions de désinformation. Je crois qu'on est là pour débattre, pour échanger, mais amener, comment dire, dans les propos que nous allons avoir aujourd'hui, des éléments, comment dire, factuels de la réalité. Et c'est pour cette raison que dans ce webinaire, ça me paraissait essentiel de faire intervenir ou de permettre l'intervention de spécialistes et à la fois de praticiens du biocontrôle et des différentes approches de la protection des plantes, de manière à davantage faire connaître les nombreuses alternatives aux pesticides de synthèse. Comment dire, la réduction des pesticides de synthèse n'est en aucun cas un saut dans le vide. Je crois qu'il faut le dire avec des mots simples aujourd'hui. Il y a une réalité, et d'ailleurs, d'après les spécialistes sur le sujet, déjà plus de 500 produits de biocontrôle sont disponibles pour les agriculteurs, et on estime que d'ores et déjà, si j'ai bien lu, donc 40% des usages actuels des pesticides sont couverts par des solutions de biocontrôle. Et je crois que là-dessus, votre éclairage va être essentiel dans les minutes qui arrivent. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de substituer une solution de biocontrôle à une molécule chimique, ce n'est pas ça l'enjeu. Il s'agit aussi, et je crois que c'est ça aussi le combat, de développer les approches préventives pour ne pas être seulement dans le curatif. Et ça, c'est un aspect qui me paraît aussi important dans les échanges que nous allons avoir. Il s'agit également d'avoir des approches plus systémiques, où l'on réfléchit au mieux à la complémentarité entre élevage et culture. C'est-à-dire, on touche le cœur finalement de l'agroécologie, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut que les consciences s'éveillent et se développent, et nous sommes là pour ce faire effectivement. Il y a également à poursuivre sur les questions de sélection des semences et de génétique végétale. Et à ce titre, nous venons de boucler, et vous le savez, les négociations de la PAC et le volet OCM, où nous avons pu avancer sur la question des hybrides, et en particulier avec le Vitis labrusca, qui seront dorénavant autorisés pour les vins sous indication géographique. C'est vrai que, en ce qui me concerne, j'aurais bien aimé aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là, sur ces fameuses variétés interdites du genre Vitis labrusca, parce que je pense que c'est en mobilisant la diversité génétique des vignes
que nous trouverons des variétés plus résistantes aux maladies. Nous pourrons également nous affranchir de l'usage systématique des substances chimiques. C'est un sujet, mais qui n'est pas des moindres, parce que le secteur de la viticulture, et vous le savez, est en quête aussi d'avancer dans ces domaines-là. Je pense qu'il faut l'accompagner avec force. Nous sommes là aussi pour ça. Je pourrais également parler de la vie du sol, où les recherches ne font véritablement que commencer. Mais le temps est compté, donc effectivement, on avait dit qu'on faisait un temps bref d'introduction, mais je dois dire que tous ces sujets sont essentiels dans cette séquence que nous traversons. Il ne faut pas s'y tromper, parce qu'il y a des tentations d'orientation des modèles. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le progrès en matière agricole au XXIe siècle, ce ne sont pas les robots et ce sont encore moins les nouveaux OGM. On nous parle de troisième révolution. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas se freiner de l'agriculture de précision, mais elle ne doit pas être un objectif en soi. Elle doit être un moyen qui accompagne le modèle agricole. Et que la véritable troisième révolution agricole, telle qu'on en parle souvent, elle sera agroécologique ou elle ne sera pas. Les deux premiers ont produit suffisamment de dégâts, à la fois sur la santé humaine, sur la biodiversité, sur l'économie, sur les territoires, pour que nous soyons dans l'obligation, je pense, de l'analyser avec beaucoup d'objectivité, de calme, sans passion forcément de notre côté, mais de dire ce qui en est de façon factuelle. Et c'est pour cette raison que le débat que nous allons avoir est essentiel, pour redonner, montrer qu'il existe des solutions, montrer que la question du sens, finalement, est importante au moment où nous débattons. Et que ce qui va suivre, du point de vue des débats parlementaires et du point de vue législatif, est essentiel pour l'avenir du modèle agricole. C'est là-dessus que je voulais terminer mon propos introductif en nous souhaitant de beaux échanges, de belles discussions et surtout des éléments de démystification finalement par rapport à ce que d'aucuns nous promettent, c'est la fin dans le monde, FAIM, donc ce qui est absolument contraire à l'approche qui est la nôtre. Et je vous remercie encore une fois d'être présent autour de la table et de donner ces éléments d'éclairage à un débat qui mérite réellement d'être appréhendé avec beaucoup de sérieux. Voilà. Merci Eric. Et donc je vous cède la parole en tant que modérateur pour démarrer le contenu de nos travaux. Merci à vous. Thank you very much, Eric, for these powerful words. Merci beaucoup, Eric, pour ces mots puissants. You are fully right. Vous avez raison. Nous nous retrouvons à un carrefour en ce qui concerne le futur de l'agriculture en Europe et les solutions sont déjà là et qui existent dans une large mesure. Des solutions utilisant des méthodes qui cherchent des approches systémiques aussi. Et c'est ce que nous allons discuter maintenant avec notre première présentation. Donc, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Madame Jutta Kienzler. Jutta, c'est un scientifique qui travaille dans la cultivation des fruits biologiques depuis 30 ans. Et ses sujets sont la réglementation comme une introduction, elle va nous expliquer précisément en quoi consiste l'approche biologique à la santé des plantes et son rôle potentiel à achever ces objectifs de la ferme à la fourchette. Bonjour Jutta, bonjour tout le monde et merci de l'invitation. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. Vous voyez? Oui, merci d'être parmi nous. Oui, on voit votre présentation. Maintenant, vous voyez le premier écran. Maintenant, oui, je passe la parole à vous, Jutta. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la gestion de la santé des plantes dans des systèmes biologiques, les systèmes de cultivation biologique. J'ai un petit problème, 2 secondes. C'est une approche systémique holistique. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'utilisation durable des pesticides? On peut parler beaucoup de ces systèmes d'approche holistique, mais un système d'approche pour les intrants dans la cultivation biologique, c'est la première et la chose la plus importante, c'est que ça fait partie de l'idée biologique que la dépendance des intrants dans la culture devrait être réduite le plus possible. Donc, si vous regardez la stratégie pour la gestion de la santé des plantes, vous avez 3 piliers. La biodiversité fonctionnelle, des mesures agriculturelles et des intrants. Les intrants, c'est peut-être des produits de protection des plantes ou d'autres produits.
Et aussi les intrants d'énergie, c'est aussi le travail du sol, puisque c'est très important puisque nous n'utilisons pas les herbicides. Mais l'objectif, c'est toujours des systèmes résistants. Et le défi, c'est d'équilibrer ces deux piliers de la meilleure façon. Et le développement devrait toujours viser de réduire la dépendance des intrants agricoles de plus en plus afin que la résistance du système est améliorée. Ce qu'il faut comprendre, et là je parle de la cultivation des fruits, je parle des 10% qui se servent des produits de protection des plantes. Le succès, c'est toujours la combinaison intelligente des stratégies et pas uniquement un produit, mais il faut combiner en fait ces trois piliers. La biodiversité, c'est une partie essentielle de la stratégie de la protection des plantes. Je suis désolé de vous interrompre. Nous ne voyons pas les diapositives changer. Ah, pour moi, les diapos bougent. Non, pas pour nous. Donc, il y a un petit... Donc, je vais partager de nouveau. Si cela ne marche pas, il faudrait peut-être faire autre chose. Vous voyez la diapo maintenant, c'est une nouvelle diapo. Oui, oui, oui. Nous voyons les trois piliers dont vous parliez. Donc, je vous ai déjà parlé des trois piliers. Donc, on va passer à la diapo suivante. Là, vous voyez tout cela, oui? Donc, ça marche maintenant. N'hésitez pas de parler un peu plus lentement pour nos interprètes. Merci. Donc la biodiversité, c'est une partie essentielle de la stratégie. Ça consiste en le renforcement des prédateurs, des fleurs, etc. Aussi le renforcement de la diversité fonctionnelle des micro-organismes des sols, la diversité génétique des variétés, des espèces et des cultivations joue un rôle clé dans l'agriculture biologique et aussi la rotation de cultivation et les mélanges des espèces. Des mesures agricoles pour réduire la pression d'infestation de ravageurs, c'est la rotation des cultivations, les engrais verts, moins d'espèces susceptibles, des cultivations pérennes et une gestion intelligente des sols. Je veux vous parler, parler un petit peu de l'utilisation et l'adoption des espèces moins susceptibles. Maintenant, nous avons appris beaucoup. On vise plutôt les espèces tolérantes avec. Les agriculteurs biologiques sont toujours pionniers dans le développement de telles mesures. Et beaucoup de mesures, les pratiques actuelles ont été inventées par des agriculteurs, des exploitants biologiques, des mesures mécaniques pour le contrôle des mauvaises herbes. Donc, le travail du sol, c'est non seulement le contrôle des mauvaises herbes, mais aussi mobilisation de l'azote et aussi la gestion de l'eau. Donc là, vous voyez aussi une combinaison, une pratique de combinaison. Les agriculteurs biologiques, voilà, ça c'est il y a 30 ans, étaient pionniers dans le développement de ces systèmes. Ils passent dans les rangées d'arbres et maintenant il y a des machines comme ça qui aussi suivent ce principe. Donc, les systèmes d'exploitation biologique, c'est ce système holistique aussi pour la gestion des risques. Si vous utilisez des pesticides, la première approche, c'est d'utiliser uniquement des molécules qui existent dans le système naturel. Donc la première approche de gestion des risques. Si vous parlez du risque, là, vous avez aussi des risques non prévisibles qui arrivent de l'introduction dans l'environnement de molécules conçues artificiellement, synthétiques, ou d'organismes conçus artificiellement. Et là, je ne parle pas des risques prévisibles, mais des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Et évidemment, la probabilité est plus élevée si vous utilisez quelque chose qui n'existait pas dans le passé dans le système. Pour cette raison, les intrants limités aux substances qui existent déjà dans le système naturellement, c'est-à-dire des substances minérales d'origine végétale et botanique ou d'origine animale ou des micro-organismes. Cela ne veut pas dire que tout ce qui existe dans la nature, c'est bon, on peut arroser, mais l'approche de soins, de précaution, suit des critères d'enregistrement et des risques prévisibles doivent être évalués en prenant en compte l'exposition naturelle. Donc, en voyant si la substance existe déjà sur place, on peut étudier
On peut savoir beaucoup de choses sur ça puisque des gens ils ont essayé déjà de le manger dans le passé. Donc, il y a un contexte naturel qui existe déjà. Des produits de protection des plantes basés sur des substances qui existent déjà naturellement. Ça comprend les utilisations traditionnelles améliorées, kaolin, neem, l'hydroxyde de calcium, aussi de nouvelles solutions, par exemple le granulovirus des papillons de nuit, les phéromones, etc. Donc, il y a toujours des carences. Il y a des problèmes aussi liés au changement climatique qui introduit de nouveaux ravageurs et de nouvelles maladies. Donc, ce qu'il nous faut pour plus de résistance à ce système, pour ces 10% qui utilisent ces substances, c'est une amélioration accrue des utilisations traditionnelles et de nouvelles substances adaptées pour l'exploitation biologique qui sont spécifiques pour réduire les infestations sans compromettre la résistance du système. Et ceci est très important puisque ces substances, en général, recouvrent uniquement une niche. Et si vous n'avez qu'une niche, vous avez un problème, puisque il y a un défi structurel pour les pesticides biologiques. Si vous avez des molécules nouvellement conçues, la propriété intellectuelle appartient à une ou plusieurs sociétés. Il y a un retour sur l'investissement qui est attendu. Et d'habitude, il y a un potentiel très élevé au niveau du marché. Mais ici, il y a des substances naturelles. Là, il y a la protection du droit de la propriété intellectuelle, c'est limité. Donc, les solutions par rapport aux solutions traditionnelles et le retour sur l'investissement, c'est pas très élevé. Donc là, il y a un problème puisqu'il n'y a pas d'investissement, pas d'enregistrement, et puis la substance n'est pas disponible sur le marché. Là, vous avez un problème structurel dans l'exploitation biologique pour le produit. Et je pense que Frank Volk va maintenant parler d'un problème technique, mais aussi le défi structurel, puisqu'on on peut pas tout simplement arroser où quelqu'un attend un grand retour sur l'investissement. Cela ne marchera pas comme modèle. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, Yuta. Comme vous avez dit, l'approche organique à la santé des plantes qui dépend sur les mesures préventives et dépend beaucoup de la biodiversité, c'est un élément essentiel. Et là, vous avez souligné aussi l'importance du développement des développements de nouvelles espèces qui ne dépendent pas de l'ingénierie génétique, mais en adoptant des approches conventionnelles qui restent quand même innovateurs et qui sont adaptés aux systèmes locaux et à des systèmes avec peu d'intrants. Donc, merci aussi d'avoir souligné les défis là, avec l'enregistrement des substances naturelles et rendant les alternatives que les agriculteurs, dont ont besoin les agriculteurs. Donc, on va revenir sur ces questions pendant la discussion de panel. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire notre intervenant suivant, c'est Frank Volk. Bonjour Frank. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes le PDG de Biofa. C'est une société de taille moyenne basée dans le sud-ouest de l'Allemagne avec une position de leader dans l'enregistrement et le marketing d'intrants biologiques, avec la particularité d'avoir un lien historique avec des associations d'exploitants biologiques en Allemagne. Vous avez grandi sur une ferme dans le sud de l'Allemagne après avoir reçu votre diplôme comme maîtrise de sciences à Hockenheim. Vous avez travaillé dans les pépinières pendant 3 ans. Puis vous avez rejoint Biofa comme vendeur. Et puis vous êtes passé à la direction. Donc maintenant, vous êtes très bien placé pour expliquer à nous les caractéristiques des produits de biocontrôle et les défis associés à la procédure d'enregistrement également. Donc merci beaucoup et je passe la parole à vous. Merci beaucoup, Eric. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. J'espère que vous pouvez voir mes diapos maintenant. En plein écran, c'est parfait. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir présenté aussi. Je voudrais ajouter quelques mots. Biofa est dédié aux associations de producteurs biologiques et les associations de
d'exploitants biologiques nous contactent s'ils ont des problèmes en trouvant des produits de protection des plantes pour leurs besoins. Donc, nous avons monté une entreprise en commune avec les associations à travers l'Europe pour avoir du chaux, le soufre de chaux disponible. C'était un projet d'enregistrement en commun où nous avons collaboré de très près avec ces exploitants biologiques. Mais pour revenir à ma présentation, j'ai deux questions principales, deux sujets principaux. D'abord, c'est les caractéristiques des produits de biocontrôle et deuxièmement, les défis concernant l'enregistrement. Jutta a déjà abordé ce sujet. Je vais donner un peu plus de détails et puis je vais faire une conclusion. Les caractéristiques des produits de biocontrôle. Un groupe, ce sont des substances naturelles d'origine minérale qui sont bien connues aux exploitants agricoles. Nous avons des molécules de soufre qui sont utilisées comme engrais ou comme suppléments nutritifs. Nous avons des carbonates d'hydrogène de potasse utilisés comme engrais et aussi comme dans la préparation de l'alimentation. Les sulfates d'aluminium qui est utilisé comme un additif dans la nourriture, utilisé dans l'industrie des minéraux, dans les cosmétiques, dans les vaccins qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est commun partout. Un autre exemple, c'est le dioxyde de silicone, des algues fossiles, dérivées des fossiles, des algues. Ces substances naturelles d'origine minérale, il y a une variation sur la composition en fonction de le point d'origine. Nous avons des niveaux existants de présence dans la nature. Ces substances sont très bien définies dans la littérature et ils ont été mentionnés dans bien des études. Un autre groupe de produits de contrôle, ce sont des micro-organismes, c'est bien connu. C'est utilisé depuis bien des années maintenant. Des molécules comme des micro-organismes comme le Bacillus thuringiensis pour la protection des plantes, souvent aussi distribués avec des niveaux élevés. Ils sont présents déjà dans bien des régions de l'Europe et utilisés pour bien des différentes utilisations. Un problème qu'il faut prendre en compte, souvent vous avez des produits qui sont un mélange de spores et des métabolisants qui les rendent difficiles d'enregistrer. Le dernier groupe dont je voudrais parler, c'est les produits botaniques. Par exemple, l'huile de Nîmes pour le contrôle des poux et d'autres insectes, d'autres compositions basées sur l'huile légère végétale et d'autres basées sur l'huile d'oranger. Là, il y a un problème semblable si on parle de la caractérisation de comment définir l'ingrédient actif, puisqu'il s'agit de micro-organismes. Et ils sont un mélange de spores et de toxines et d'extraits botaniques. C'est un mélange de bien de composants différents. Et en plus, en fonction des variations naturelles des sols, ce qu'il faut pour l'enregistrement, il faut une définition directe d'une substance active. On peut utiliser aussi pour de multiples fins. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir des défis quand des substances naturelles présentes sont utilisées comme produits de protection des plantes, comme déjà utilisés dans la préparation de la nourriture? Donc, il faut passer à mon sujet suivant de ma présentation. Ce sont des défis liés à l'enregistrement. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples de la préparation si on veut déposer une demande d'enregistrement pour une telle préparation. Donc, le problème
en ce qui concerne l'enregistrement des produits de biocontrôle, juste comme pour toute la phase d'évaluation du risque pour chaque préparation doit être faite. Et c'est là où les problèmes commencent. Pour vous donner un exemple de niveau de présence naturelle dans l'environnement, puisque ça, c'est une belle illustration de comment c'est un problème si important. Donc, le demandeur pour l'approbation d'une substance active doit fournir des preuves qu'il n'y a pas d'effet indésirable sur l'eau dans la nappe phréatique. Pareil pour les produits chimiques. C'est le même pour les produits chimiques et de biocontrôle, même dans le cas de minéraux pour la protection des plantes. Et même si ça existe déjà dans la nature, dans des doses ou moins élevées. Par exemple, l'eau potable en tire de la terre. Donc, comment définir les niveaux de concentration maximum? La même chose s'applique aux effets sur le sol et l'eau. Quelle quantité totale d'un minéral est acceptable ou pas? Est-ce que le niveau naturel dans l'environnement plus un chiffre X, et comment est-ce qu'on peut définir cette quantité? Qui va décider en fin de compte? Donc, un autre exemple, et c'est un sujet très discuté en ce moment, ce sont des résidus. Donc le demandeur doit définir une méthode pour déterminer les niveaux de résidus. Par exemple, la distinction entre les bactéries naturelles qui existent déjà naturellement ou artificiellement introduites, ça dépend des différentes espèces et c'est très difficile de distinguer. Et c'est ça qui ça crée beaucoup de travail pour les autorités et les demandeurs en Europe. Il n'y a pas vraiment d'exemple de foyer d'intoxication alimentaire dû à ces bactéries. Mais c'est difficile d'avoir les preuves pour les autorités compétentes. Donc, les autorités compétentes demandent des méthodes et des preuves pour distinguer entre ces bactéries, même si il n'y a pas d'approche scientifique qui existe. Donc, ils demandent ce qui est impossible de nous, les applicants, les demandeurs. Un autre exemple, c'est l'évaluation des risques pour les oiseaux. Là, on utilise un calcul par défaut, ce qui est tiré d'une étude pour une substance active est divisé par le taux d'application de demande et le taux d'application multiplié par un résultat qui peut être en dessous ou au-dessus de 10. Si le résultat est au-dessus de 10, c'est bon. Si c'est en dessous, un risque est identifié et il faut passer à d'autres étapes. Un bon exemple, c'est le carbonate d'hydrogène de potasse, tiré de potasse. Il y a très peu, c'est peu toxique. Et ce manque de toxicité a été observé dans une étude. Ça, c'est la quantité la plus élevée qu'on peut faire dans un test. Donc, et nous avons, pour voir l'application sur le terrain, nous avons des taux d'application très élevés. Donc, le résultat d'un tel calcul, c'est que ça crée un résultat de près de 1,98. Cela représente un risque. Et ce qui se passe après, c'est que le demandeur doit définir et démontrer que, en plus, on peut appliquer de façon sûre. Et donc, il faut aller. Ça nous oblige de repasser sur le terrain et de refaire des études pour prouver qu'on peut utiliser
en sécurité. Et le défi, le dernier défi dont je voulais parler, c'est le statut de risque faible. Ça, c'est la seule possibilité de réduire les coûts liés à ce processus. Donc, nous avons la possibilité d'extrapoler et de trouver des possibilités de créer un pont en ce qui concerne l'efficacité. Nous pensons que nous gagnons un accès accéléré au marché en établissant un statut de faible risque. Mais la détermination de ce faible risque, c'est uniquement après l'approbation, l'enregistrement de la substance active. Et une substance active à faible risque n'est pas nécessairement aussi. En gros, comme demandeur, je n'ai pas de sécurité et il y a plusieurs questions, par exemple la mitigation des risques qui sont en train d'être discutées par les autorités compétentes à travers l'Europe. Donc, en termes de conclusion, le défi le plus important pour un demandeur comme nous, c'est le traitement de ce processus d'enregistrement qui est focalisé sur les produits chimiques en termes d'exigences données, les frais, prévisibilité des résultats. Donc, c'est un énorme défi qui mène à une perte de produits de protection hautement sélectifs qui ont un profil favorable puisqu'il n'y a pas de retour sur l'investissement. Par exemple, si nous avons un produit qui vise uniquement un ravageur, par exemple le scarabée contre le scarabée de pommes de terre de Colorado, l'investissement dans cet enregistrement pour déposer un tel dossier, c'est énorme en comparaison au retour sur l'investissement que vous pourriez gagner. Donc, des exigences de données, ce qu'il nous faut doivent être appropriées pour des substances qui existent naturellement, comme les minéraux, et le processus d'enregistrement doit être adapté aux caractéristiques spéciales, les exigences et fonctions des substances naturelles utilisées dans la protection des plantes. En plus de ces règlements 1107, il y a d'autres. Il y a des produits de biocontrôle spéciaux. Il y a un document de conseil sur comment mettre ensemble ou préparer un dossier aux autorités réglementaires, mais en fin de compte, c'est toujours en plus d'un règlement qui a en fait été conçu pour les produits chimiques. Donc, merci beaucoup. Merci de votre attention. J'ai parlé trop vite et j'espère que vous avez suivi ce que j'ai présenté là. Vos recommandations sont très claires. Vous avez expliqué tout le système d'enregistrement. Tout cela a été conçu pour les molécules synthétiques et ce n'est pas adapté aux propriétés des substances naturelles qui existent déjà dans l'environnement. Et ça représente un obstacle pour créer des alternatives aux pesticides synthétiques disponibles aux agriculteurs. Donc, il est important que nous discutons ou que nous confrontons ces barrières aussi. Donc, merci pour ces présentations. Et maintenant, nous allons revenir vers vous pour des questions dans le panel aussi. Et donc, maintenant, nous allons passer dans une discussion de panel. Donc, je vais présenter nos autres intervenants. Mais d'abord, nous avons entendu ce matin que Paul Vassier, le viticulteur qui devait expliquer son expérience pratique, ne peut pas se joindre à nous à cause de questions personnelles. Nous vous souhaitons le meilleur avec ces problèmes. Et Jutta et Frankie vont prendre le relais. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Pilar Aguar Fernandez,
suis la directrice des audits en matière d'analyse de santé auprès de DigiSanté. Bonjour, Madame Aguar Fernandez, et merci beaucoup de nous rejoindre au sein de ces discussions. Et donc, vous avez rejoint la Commission en 2001. Après avoir travaillé au sein du ministre espagnol, je vais vous présenter un peu d'éléments biographiques. Et donc, vous avez obtenu des postes au sein du gouvernement espagnol. Et ensuite, vous avez travaillé avec DG Health et Consumers. Vous avez ensuite travaillé dans le domaine de la recherche et l'innovation, ainsi que pour le GRC. Et vous êtes revenu à DigiSanté en janvier 2021, où vous avez été nommée directrice des audits et analyses en matière de santé. Merci de nous rejoindre encore une fois au sein de ces discussions. Bonjour à vous. Et ma première question est que, comme nous avons pu en discuter, la Commission européenne prépare une révision, un examen de la directive pour mars 2022, donc une proposition de révision. Et selon cette stratégie de la ferme à la table, il s'agira de l'un des principaux outils pour atteindre l'objectif de réduction des pesticides, notamment en renforçant les dispositions relatives à la lutte intégrée contre les ennemis de la culture, IPM. Et cette lutte intégrée est une pierre angulaire de la suite actuelle et fait certainement partie de la solution pour réduire l'utilisation et les risques liés aux pesticides. Mais comme nous venons de le voir avec l'agriculture biologique, avec son approche unique de la santé des plantes, cela fait également partie de la solution. Et donc, ma question est celle-ci. Quel rôle l'agriculture biologique va-t-elle jouer dans cette version révisée de la directive Sud? Et plus généralement, comment la Commission envisage-t-elle la contribution de l'agriculture biologique à la réalisation de l'objectif de réduction des pesticides et par le biais de quelles initiatives? Madame Aguar Fernandez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci tout d'abord de cette invitation. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. J'ai pu écouter nos intervenants qui m'ont précédé avec une grande attention. Et j'ai pu noter que beaucoup de ce qu'il y a été mentionné auparavant qui font écho avec le travail au sein de la Commission, par exemple la directive Sud, qui est l'un des éléments au sein de cette approche holistique, naturelle. Nous devons nous attaquer à ces questions de manière systématique. J'ai également pu entendre un certain nombre de points sur la biodiversité, tant qu'à la règle, quant à l'agriculture durable et de cette approche systémique. Et en effet, l'un des éléments clés, l'un des piliers même, si je peux le nommer ainsi, pour atteindre cet objectif en vue de véritablement réduire l'utilisation de certains pesticides particulièrement et justement de s'orienter vers une agriculture durable. Et l'objectif est donc d'avoir une proposition d'ici le mois de mars 2022 et nous allons voir quelles sont les étapes nécessaires en ce sens. Mais ce que nous souhaiterions accomplir dans cette perspective est de nous focaliser spécifiquement sur certains des éléments de la directive Sud actuelle, de les renforcer, de les rendre plus faciles d'utilisation ou alors plus faciles à appliquer. Et à cet égard, améliorer la gestion intégrée de la peste, de l'IPM. Et avec d'autres éléments, il s'agit d'éléments donc essentiels que nous allons justement prendre en compte lors de la révision de cette directive et de voir, si je peux utiliser un terme général, quels sont ceux qui utilisent des alternatives pour une agriculture à faible intégration, à savoir pour l'agriculture durable. Il s'agit certainement, dans cet exemple, d'une manière justement de s'adresser, de répondre à cette question de l'agriculture bio. Et non, il nous faut consolider justement l'IPM et sa mise en œuvre, son application. Il existe des mesures pour cela et nous nous y penchons. Et j'ai pu entendre aujourd'hui que lors de certains de nos événements, il a été dit ou mentionné que pour renforcer cette mise en œuvre et cette application, il nous faut
intégrer d'autres éléments et nous pensons également d'autres éléments spécifiques sont nécessaires au niveau des États, ou spécifiques aux États. Et selon ces lignes, en alignement avec ces points, nous allons, en alignement donc avec cette nouvelle proposition, nous avons un objectif ultime concernant la directive Sud et de promouvoir un changement fondamental et quant à une nouvelle méthode d'agriculture bio. Et l'agriculture bio se dirige déjà dans cette direction. Et je crois que c'est le premier intervenant qui a mentionné que les agriculteurs bio sont des pionniers. Et en effet, c'est le cas. Ils le sont. Et peut-être, si vous me permettez de terminer, à savoir que la ferme à la table n'est pas à mener de manière compartimentée. Et l'objectif de la ferme à la table participe à atteindre les objectifs contenus dans la directive Sud pour justement promouvoir l'agriculture bio. Et au final, je pense qu'il nous faut travailler tous ensemble, mais aussi de manière parallèle, à savoir pour atteindre cet objectif de 25% de terres agricoles qui sont utilisées par l'agriculture bio et que la réduction des pesticides est également un objectif que nous atteignons. Je vous remercie. Très bien, merci. J'ai réussi à remettre mon micro. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, Madame Aguar Fernandez. Et je reviendrai vers vous dans quelques minutes. À savoir quand est-ce que nous pouvons voir cette version révisée qui pourront justement s'attaquer à certains des points mentionnés par Franck notamment. Mais j'aimerais entendre un retour de Utah sur justement ce point. Pourriez-vous, Utah, partager avec nous sur la base de votre expérience sur le terrain et en matière de santé, d'agriculture bio, quels sont les principaux enjeux que vous avez rencontrés dans les stratégies de protection des plantes et vous pouvez également intervenir par rapport à certains des commentaires qui ont déjà été soulevés. Oui, j'aimerais partager un point avec vous parce que lorsque j'ai entendu Madame Pilar Aguar Fernandez parler, cela m'est venu à l'esprit. Il y a une différence entre la gestion IPM et l'agriculture bio et c'est que l'agriculture bio est une approche systémique de la ferme à la table. Vous avez non seulement un système de protection des plantes différent, mais également un système différent de la ferme à l'assiette du consommateur. Nous avons donc des systèmes d'achat de ressources spécialisées, des critères spécialisés également, etc. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'une approche des intrants ou de la plante des protections, mais il s'agit également d'une approche holistique et systémique de l'agriculture. Et c'est important de garder cela à l'esprit pour que les membres de notre audience, nous ne parlons pas simplement de différents produits de protection des plantes. Et nous parlons ici et vous pourriez dire d'une autre approche sociale même, lorsque nous pensons à l'agriculture. Il s'agit ici d'une culture. Il ne s'agit pas simplement de produits de protection des plantes, il s'agit encore une fois d'une approche différente et je pense que l'agriculture bio est également pionnière en la matière. Et sur ce point, j'aimerais me faire l'avocate en tant que scientifique et discuter, souligner qu'il est vraiment important de renforcer l'agriculture bio et les questions qui sont soulevées liées à l'agriculture bio dans la recherche. Si vous regardez la sélection végétale, si vous regardez les approches systémiques en matière de stratégie de protection des plantes, voici des choses que l'agriculture bio peut mettre en pratique bien mieux que d'autres systèmes peuvent le faire du fait de l'approche systémique que nous avons adoptée, mise en œuvre, qui justement s'applique de la ferme à la table et qui ne s'arrête pas à la ferme. Et ce que j'entends, bien sûr, nous sommes durables jusqu'à la porte de la ferme. Et ensuite, les discussions sont, pouvons-nous vendre nos pommes moins chères? Et ensuite, il n'y a pas de pérennité dans un modèle comme cela. Et je ne pense pas que nous puissions mener des activités agricoles là-dessus. Merci de m'avoir offert cette opportunité. Désolée d'avoir sauté sur l'occasion. Mais bien sûr, je suis heureuse de partager avec vous tout ce que je peux sur les stratégies. C'était un petit peu spontané. Désolée pour cela. C'est très bien. Nous voulons que cette discussion reste spontanée. Et c'était un point important que vous venez de soulever en matière d'approche de la
production et les avantages dont bénéficient les agriculteurs bio en adoptant justement une approche plus durable et plus écologique. Je crois que M. Andrieux souhaitait intervenir. Est-ce que je me suis trompée, M. Andrieux? No, not at this stage. Okay. So, Non, très bien, pas à ce stade. Très bien pour cela. Peut-être à ce moment-là que je vais revenir vers vous, Madame Aguar Fernandez, et peut-être plus spécifiquement quant aux enjeux qui ont été mis en lumière concernant l'enregistrement des substances naturelles au sein d'une approche biologique, comme Utah a pu l'expliquer, qui va au-delà de simplement utiliser des produits de protection des plantes. Il s'agit d'intégrer la biodiversité, etc. Mais nous avons vu que des produits de contrôle biologique pourraient faire partie des choses à considérer et l'IPM, justement, donc des processus de gestion pour l'ennemi des cultures, cette lutte intégrée. Et le but est également de faciliter le marketing de ces substances, principalement par la mise en jour des données requises et des principes en vigueur pour les micro-organismes. Et la question se pose, est-ce que la Commission prend en considération d'autres initiatives pour considérer la viabilité des substances naturelles telles que des extraits de plantes ou des composés minéraux ou d'autres processus chimiques? Très bien. Merci pour cette question. Tout d'abord, Utah, je crois que fondamentalement, nous ne sommes pas en désaccord. Comme j'ai pu le dire, le travail sur la directive Sud et cette révision n'est pas en train d'être organisé de manière compartimentée. Il faut que cela fasse partie d'un puzzle, des pièces d'un puzzle, pour avoir justement un changement de paradigme, un changement de modèle. Et la gestion, la lutte intégrée est un des outils, mais ne répond pas à tous les problèmes. Mais je comprends très bien que l'agriculture bio comprend un changement beaucoup plus grand qui va au-delà de cela. Et bien sûr, je ne suis pas du tout en désaccord et la Commission, en ce sens, prend des mesures de différents points de vue, différents angles, et cela intervient dans différents espaces. Il y a donc différentes approches en parallèle qui sont menées, adoptées, et vous allez voir qu'il y a un travail intense qui est mis en concernant la mise en œuvre des politiques d'agriculture bio. Il y a également un travail qui est mené sur la stratégie de biodiversité agricole, qui est tout à fait pertinente dans le domaine de l'agriculture bio, mais il y a bien plus que cela et des exemples plus tangibles, à savoir le travail mené sur le plan d'action bio. Et comme nous avons pu le partager, les difficultés existent pour justement placer ces pesticides à faible risque et nous prenons en compte justement ces éléments. Et concernant donc ces alternatives aux pesticides chimiques, la Commission travaille et prépare et même modifie les règles pour l'application des pesticides spécifiquement pour les micro-organismes. Et le but ultime est d'aider et d'encourager leur placement sur le marché pour participer à la substitution des produits chimiques. C'est quelque chose qui est en cours. En matière de réglementation, nous en sommes à la version rédigée provisoire avec les amendements nécessaires et la décision qui a été prise et les critères d'approbation que j'ai également mentionnés ont été également rédigés à l'heure où je vous parle et sont soumis à la consultation publique. Vous pourrez donc les consulter sur Internet. Comme vous le savez, la Commission soumet cela à une consultation publique avant de modifier des législations ou des lois existantes. Et le but est que le vote aura lieu en janvier 2022 à la suite de ce processus soumis à l'attention à la fois au Parlement et à la Commission. Nous avons donc à cet égard publié un document de directive
Et l'idée est de faciliter le travail et l'utilisation des phéromones, des produits d'origine botanique, entre autres. Et concernant le travail sur les micro-organismes, nous allons nous y pencher encore une fois, procéder à une révision de ce domaine spécifique. Et ensuite, nous allons prendre en compte, évaluer et nous demander si d'autres informations sont nécessaires à cet égard, sur ces points, pour ces substances, similairement à ce qui a été fait dans le domaine des micro-organismes. Et donc, nous répondons à ces préoccupations et nous menons des travaux en ce sens. Et pour terminer, les composés minéraux qui ont été mentionnés, eh bien, je ne crois pas que j'ai besoin de soulever ici ou de signaler qu'il y a certains de ces composés qui contiennent des composants qui posent problème. Et je pense que pour l'heure, l'une des choses que nous pouvons faire est d'avoir une approche prudente. Nous sommes bien sûr conscients des difficultés, à savoir de remplacer les composés à base de cuivre, mais nous sommes également préoccupés par les persistants dans l'environnement et leur degré de toxicité. Il s'agit là d'un domaine où peut-être que davantage de travail est nécessaire et peut-être que d'autres mesures ont besoin d'être étudiées. Je pense que c'est là le message que j'aimerais adresser ici concernant les activités en lien aux alternatives aux pesticides chimiques. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière ces différentes initiatives qui, bien sûr, sont bienvenues et plus que bienvenues. Je pense qu'à ce stade, vous avez mentionné une question que je vais adresser à Utah, mais vous avez également mentionné donc le plan d'action de l'Union européenne qui est un plan d'action très complet et attendu avec impatience pour justement booster la production et les produits bio. Et peut-être rapidement sur ce point, j'aimerais entendre Monsieur Andrieux, parce que vous êtes également le rapporteur de l'opposition pour ce rapport sur l'initiative sur ce plan d'action. Et quelles seraient les principales recommandations du point de vue du Parlement européen concernant la réduction des pesticides dans l'agriculture et dans les sols? Monsieur Andrieux? Oui, merci pour la question et merci vraiment pour la qualité des interventions, voilà, l'éclairage. Donc, je crois que c'était fait exprès. Je pense que l'objectif est atteint dans tous les cas dans les échanges. D'abord, dire que le rôle, oui, d'abord, je suis rapporteur fictif, pas principal, hein, par définition, donc ça c'est important de le préciser. Et pour autant, donc, on est très attentif, je travaille beaucoup sur cette question-là. D'abord, sur la question que vous posez, donc sur le rôle de l'agriculture biologique dans la réduction donc, des pesticides, qui est évident de fait, puisque c'est quand même le mode de production qui utilise le moins finalement les pesticides de synthèse. Et au-delà de ça, je crois que ce qui est pas important, c'est les propos de Utah tout à l'heure, c'est la vision holistique, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle de production totalement différent. Et effectivement, cette notion-là d'approche systémique est essentielle. Lorsqu'on parle d'agronomie, on ne peut pas échapper à l'approche systémique. Et la question, elle est celle-là, c'est-à-dire l'enjeu du changement de modèle, c'est l'enjeu de la reconquête de l'agronomie. Je pense que, et ça a été dit tout à l'heure, hein, le rapport au sol, le rapport finalement à tout ce qui est de la matière donc organique. Et c'est important de réinvestir le sens et les enjeux d'équilibre finalement. Et ça a été dit tout à l'heure. Je crois que c'est ça qui doit animer dans comment dire, le plan d'action. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit vraiment travailler. Et on doit accompagner le secteur donc, à ce changement de modèle. Et là, il y a besoin d'information, il y a besoin de formation, il y a besoin de factuel. Pour dire, voilà, attention, vous ne perdez pas sur la valeur parce qu'il y a des enjeux économiques derrière, bien au contraire. Et comme l'a dit Utah tout à l'heure, c'est une chaîne globale. On est bien sûr dans la nécessité de prendre l'ensemble des éléments de la chaîne, jusqu'au consommateur. Le modèle actuel, je reviens sur mes propos introductifs, lorsque je disais que la troisième révolution sera agronomique ou elle ne sera pas, c'est que le modèle actuel a créé suffisamment de dégâts
c'est pour ça que la vision holistique est essentielle dans le cadre de la santé humaine. Alors, on a toujours du mal à identifier la causalité, blablabla, avec OK, mais dans tous les cas, les résultats sont là, les problèmes de diabète. Enfin, je ne vais pas refaire la litanie de ce qu'on observe donc, au quotidien. Et ces dégâts-là causés sur la santé humaine, ils sont causés sur la biodiversité. On le voit quand on aborde l'approche du climat. Et moi, je crois que la démarche engagée sur Green Deal, Farm to Fork, biodiversité, montre bien une démarche à la fois pertinente quant au sens. Et qu'il faut que maintenant, dans les moyens mis en œuvre, les moyens soient raccord, et Mme Pilar Aguar Fernandez le rappelait, soient raccord avec les grands objectifs que nous avons définis. Et là, il va falloir du courage. Et je le vois bien, hein, étant rapporteur de la PAC, comment il y a loin, je dis souvent, de la coupe aux lèvres, finalement. Et là, il va falloir du courage. Le premier rendez-vous, je m'excuse d'être aussi peut-être brutal, ça va être le rendez-vous sur le glyphosate. On y est, on démarre la discussion, mais c'est mal enclenché quand même. Lorsqu'on voit le travail sur les études préalables qui ont été faites, je crois qu'il y a matière dans la discussion et vous allez voir que ça va, que vous savez bien, ça va s'animer dans les semaines à venir. Donc moi, je pense que, et je suis heureux que ce soit la DG Santé qui appréhende les questions, parce que c'est ça dont il est question, dans la vision systémique et holistique, je le redis, de la santé. Il n'y a pas que la santé humaine et la santé des plantes, mais tout est lié. Et c'est ça l'enjeu qui est devant nous. Alors, la question que vous posiez, c'est effectivement, pour les recommandations, pour aller concrètement, moi je pense qu'il faut évidemment, important, dans la mise en œuvre de la réforme, de rappeler aux États membres cette nécessité du soutien à l'agriculture biologique. Je reviens sur la qualité des plans stratégiques nationaux et surtout du rapport aux éco-schemes. Moi, je vais revenir sur la France, où on dit on va accompagner donc, la partie du transfert, mais on ne va pas accompagner le soutien. Ça ne me paraît pas convenable, par exemple. Donc, on pourrait aller dans le détail. Et moi, je pense qu'il ne faut pas non plus faire du bio low cost. Je reviens sur mon pays, la France. Quand on crée un intermédiaire entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, on crée ce qu'on appelle la haute valeur environnementale, on est en train d'essayer finalement de retarder la mise en œuvre. Non, où il y a un enjeu majeur et où l'agriculture doit jouer un rôle essentiel sur l'enjeu climatique, sur l'enjeu de la reconquête en santé humaine, en biodiversité et autres, et on doit mettre les moyens. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et on l'accompagne par de l'information, de la formation au changement de modèle, mais pas en essayant de tourner autour finalement des questions pour amener des réponses à mi-parcours finalement par rapport aux enjeux qui sont posés. Donc, moi, je pense qu'il faut que les États membres prennent la mesure effectivement du soutien de l'agriculture biologique. Et on le voit bien aujourd'hui avec ce qu'on vit sur la hausse des prix des céréales. Donc, pour être très concret, effectivement, il y a nécessité donc de soutenir l'agriculture bio pour raccourcir les circuits et pour essayer donc de revenir sur la notion de circuit court, d'économie circulaire, etc., etc. Par ailleurs, le changement d'échelle du bio et le passage à 25% de surface, il va falloir des actions, je le dis, résolues des pouvoirs publics pour davantage de régulation, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande et endiguer les crises de surproduction. Et on vient de le voir avec le lait, donc il y a encore quelques semaines. Donc, il faut bien mesurer qu'on est dans un système économique donc, qui fait appel aux mêmes règles. Et que donc, il va falloir, dès aujourd'hui, donc, prendre des mesures en conséquence. Et il y a différents moyens pour le faire. Et là, je veux juste dire, pour terminer mon propos, que les mesures de crise contenues dans l'OCM de la PAC sont des leviers importants. Et c'est le cas également pour les interventions sectorielles. Vous savez, il y a les 3% sur le premier pilier qui permettent d'accompagner concrètement sur les interventions sectorielles. Et moi, je pense qu'il faut revendiquer que le bio rentre dans ces 3% des interventions sectorielles pour mettre tous les moyens pour tendre vers l'objectif qui est défini ce matin. Voilà donc ce que je voulais dire suite à votre question. En m'excusant d'avoir été un peu long peut-être, mais le sujet est quand même donc, majeur et passionnant, bien sûr. It is. Thank you very much, and we are very much looking forward to your propositions. Merci beaucoup, Monsieur Andrieux, et nous regarding avons hâte organic justement revenir à vos propositions concernant le plan d'action. Et comme vous l'avez pu le souligner, nous avons mis en œuvre, vous avez mentionné donc les plans stratégiques rédigés par les États membres et ils vont être soumis donc à l'approbation concernant donc les mesures des différents États membres. Et nous pouvons voir un écart entre les ambitions de l'UE pour l'agriculture bio et le niveau justement d'ambition dans les plans stratégiques qui ont été ou leur version préliminaire. Maintenant, revenons peut-être aux discussions sur ce qui peut être fait pour améliorer la disponibilité des mesures alternatives et que pouvons-nous attendre de ces initiatives qui ont été présentées par Mme Aguar Fernandez également.
la révision de la directive Sud, ainsi que d'autres initiatives. Et j'aimerais entendre Franck et Utah sur ces points. Franck, vous nous avez présenté les enjeux justement concernant l'enregistrement des produits de biocontrôle. Quel est, selon vous, et que pensez-vous des initiatives présentées par Madame Pilar Aguar Fernandez? Est-ce que cela aiderait justement à résoudre certains des problèmes rencontrés ou des enjeux? Avec la directive Sud, nous avons le cadre justement des pratiques agricoles sur les fermes pour savoir comment une agriculture plus verte et à quoi elle pourrait ressembler. Il y a différentes méthodes, pas seulement sur la protection des plantes, mais également l'utilisation des engrais, mais ceci a également un impact sur le niveau d'utilisation des pesticides. Mais notre compréhension de la directive Sud et de la politique ou de la stratégie liée est que la politique mise en œuvre doit créer une situation où les produits de de contrôle bio peuvent aider à accompagner le shift vers une agriculture plus verte et en intégrant justement les agriculteurs plus traditionnels doit être la force qui nous amène justement à cette nouvelle approche, à ce nouveau modèle. Et donc, notre attente et notre demande par rapport à la directive Sud serait la suivante, et que la politique doit intégrer des éléments incitateurs pour inciter à l'utilisation de produits bio et que pour les entreprises qui offrent des solutions qui soient responsables au niveau environnemental. Et des compagnies comme la nôtre, nous devons offrir et développer des solutions bio et qui sont consistantes, qui sont accessibles financièrement. Et donc, il faut que des modèles incitateurs soient établis pour amener les agriculteurs sur le marché à avoir recours à ces modèles par des mesures incitatives économiques, par exemple, et pour justement amener cette transition vers une agriculture plus verte. Merci beaucoup, Franck. Utah, de votre point de vue, les politiques ou les stratégies européennes, est-ce qu'elles répondent justement à la viabilité des substances naturelles? Eh bien, je ne veux pas encore une fois aborder la partie technique, mais je pense que, par exemple, ce que j'aimerais imaginer ou voir est que l'intégration des éléments botaniques est à l'heure actuelle quasiment impossible. Et ceci est également un problème au sein des discussions parce que beaucoup des alternatives au cuivre dans les discussions sont justement des sources botaniques. Et pour l'heure, c'est quasiment impossible d'avoir ce genre de discussion. Et il s'agit là d'un des problèmes rencontrés. Un autre est celui que j'ai mentionné au début, à savoir au niveau structurel, nous avons beaucoup de substances, notamment traditionnelles, qui ne conviennent pas aux critères d'enregistrement. Et nous rencontrons beaucoup de problèmes avec ces substances parce qu'ils sont des minéraux. Nous avons justement le problème des contextes existants naturels. Et lorsque nous avons initié ces discussions sur les substances naturelles, nous avions des utilisations proposées d'utiliser donc des petites quantités dans le contexte, et cela ne posait pas de problème. Mais par rapport aux documents de travail, refléter ceci, il y a eu beaucoup de calculs sur le degré de dangerosité par rapport au contexte qui existait. Et ensuite, il nous a fallu réfléchir à l'alcool, par exemple, contenu dans l'alcool et la bière, ou les dioxydes utilisés dans les engrais ou dans les peintures dans les maisons. Nous avons différentes discussions. Il faudrait que nous ayons une autre approche, une autre vision sur l'utilisation de ces substances. Et ceci est très difficile pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'évaluation des risques. Et je comprends très bien dans quelle position elles se trouvent. Il existe certaines règles pour les produits utilisés couramment. Et si vous voulez que les personnes comprennent les décisions qui sont prises, et vous devriez vous pencher plus sur les contextes naturels existants et les intégrer, peut-être pas vous focaliser sur le degré de danger qu'ils présentent.
Et je pense que c'est là un des enjeux qui se posent pour les règles. Et tôt ou tard, un autre enjeu qui se pose est que nous avons toute cette offre. Donc, nous avons des biostimulants et en même temps, nous avons par exemple des produits qui sont enregistrés pour lutter contre d'autres pestes et d'autres ennemis des cultures. Et à un moment, nous ne pouvions pas utiliser ce produit pour des produits de protection des plantes. Et donc, il y a beaucoup d'utilisations multiples d'un même produit. Et donc, nous avons des solutions. Il faut que nous trouvions des solutions qui soient à la fois équitables pour les entreprises, mais pour les agriculteurs. Et ça pose problème. Il faut qu'il y ait un groupe spécialisé, expert sur ce domaine des substances naturelles, parce que ce que je comprends est que cette considération des pesticides, tout le monde a peur de faire quelque chose qui appelle au bon sens, qui fasse partie du bon sens, en fait. Et peut-être que ce serait bien d'avoir une approche de groupe avec différents membres au sein de l'IFOAM pour justement que ce groupe puisse appuyer et il ne faudra pas que ce soit qu'une seule personne qui décide. Et ensuite, beaucoup de personnes vont participer pour dire « ça ne devrait pas se passer ainsi ». Ceci serait ma proposition choc, à savoir de créer un groupe d'experts en la matière. Très bien, merci Yuta. Nous avons des questions qui ont été soulevées dans la boîte de dialogue, mais je pense qu'à ce stade, avant de passer la parole à Madame Aguar Fernandez, je me tourne vers Éric Andrieux à nouveau, parce que Éric, vous avez été impliqué dans le rapport justement concernant les propositions de révision de la Sud et vous avez également présidé le comité de la peste. Et donc, de votre point de vue, qu'est-ce que la politique européenne peut changer et qu'est-ce qu'elle peut apporter en vue d'améliorer la viabilité des solutions alternatives, particulièrement sur le sujet des ressources botaniques? Pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur Andrieux? Oui, enfin, oui, j'en sais rien, mais je donnais un positionnement. D'abord, donc sincèrement, je dois vous avouer que j'espère beaucoup de la proposition de la Commission, donc, et je ne doute pas qu'elle sera à la hauteur des enjeux. Je le dis avec beaucoup oui, de sérénité, sincèrement, parce que je pense qu'elle a pris la mesure donc aujourd'hui de la situation. On l'a vu dans la discussion même de la réforme de la PAC, où il y a eu la volonté, même si ça n'a pas été simple, dans tous les cas, d'arriver à un résultat de compromis. Et alors, il y avait deux parties dans la commission. Je ne vais pas rentrer dans le débat interne de la commission, mais on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent. Donc, et effectivement, on ne peut pas, ça par contre, le mettre de côté. L'ambition de Francfort en matière d'agriculture biologique, on ne peut pas le contester. Je crois qu'elle est vraiment réelle dans ce qui a été dit. Et c'est pour cette raison que je ne doute pas, sincèrement, que la Commission fera le nécessaire pour le biocontrôle et pour les alternatives aux pesticides en général. Et ce sujet, et pour ma part, c'est assez rassurant, ça va peut-être vous surprendre, ce sujet va être traité en comme envie au Parlement. Donc, et c'est donc aux députés d'Envie, dont je suis suppléant, donc, et au ministère de l'Environnement, qui va appartenir finalement le fond de la négociation quant à la révision de la directive. Et je dois vous dire, avec ce que j'ai vécu dans la PAC, je préfère que ce soit le volet environnemental qui traite ça que le volet agricole. Voilà, je suis peut-être un peu brutal, mais je pense qu'il vaut mieux à la fois au sein de la commission soit traité par DG Envie Santé, donc voilà, parce que c'est les enjeux voilà, qui nous occupent. Hein, et j'ai vu les limites dans la négociation à la fois des différents ministres de l'Agriculture et des différents services de la DG Agri, pour être un peu plus précis. Donc, hein, et là, j'ai beaucoup d'espoir sur finalement cette nouvelle approche de la part de la Commission. Et donc, effectivement, oui, j'ai envie de dire, bien sûr, qu'on ne pourra pas ne pas parler, c'est une évidence, comment dire, d'agriculture biologique dans la directive Sud. C'est ça, je pense que c'est majeur. Et parce qu'il faut quand même se mesurer, c'est bien à cette occasion que l'objectif, parce que le problème, on nous a beaucoup dit, il faut voir comment s'appuie, il faut que la PAC s'appuie sur le législatif, etc., etc. Ça se fait au fil du temps, donc hein, vous savez bien. L'objectif des 25% de la surface bio sera inscrit dans la directive Sud. Et cet objectif deviendra contraignant pour les États membres
et dans leurs plans stratégiques nationaux, donc dès lors que la directive sera approuvée. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas mineur. Donc ça veut dire effectivement, pour l'instant, on est dans l'intention, il y a des déclarations. Avec la directive, ça va se traduire dans l'aspect contraignant. C'est pour cette raison, principalement, que je mets beaucoup d'espoir sur la qualité, je le redis, je n'en doute pas à ce stade-là de la proposition de la Commission, parce qu'elle va nous obliger. Et c'est un changement majeur. C'est-à-dire qu'on passera d'un stade d'intention à un stade de contrainte. Et là, je crois qu'il faut avoir, je le dis, et dans le cas qui me concerne, il n'y aura pas d'ambiguïté, le courage politique de faire le saut finalement, d'autant que l'on sait aujourd'hui, on le voit bien aujourd'hui à travers nos échanges, que ce n'est pas un saut dans l'inconnu. On n'est pas en train de faire, comment dire, on n'est pas dans l'utopie irréalisable, quoi. On voit bien qu'il y a des moyens pour justement accompagner le secteur sur le volet économique, donc, par des moyens dédiés, donc en matière de protection des cultures. Voilà. Donc, je voulais dire là, c'est que là, les semaines qui arrivent seront essentielles pour rendre opératoire, j'ai envie de dire, l'intention louable sur laquelle nous débattons ce matin. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur Andrieux, et vous avez raison. Et il y aura donc une clause de révision pour intégrer les initiatives liées à la stratégie de la ferme à la table et donc et les limites, les seuils justement d'ici à 2025. Mais je vois que le temps s'écoule rapidement. Je vais laisser la parole une dernière fois à l'ensemble des intervenants. J'aimerais que nous adressions une question qui vient de Gabriela Calindo, qui vient de Politico. Est-ce que tout va dans la bonne direction pour les agriculteurs? Et une question spécifique de M. Fernandez. Quels sont les défis réglementaires que vous considérez pour les nouveaux règlements européens pour la réduction, les objectifs de réduction des pesticides et pour améliorer la mise en application de ces objectifs? Bon, ça, c'est fait beaucoup de questions. Aussi, il y a une question de Kevin Smith-Weissman de BOLW concernant ces substances d'intérêt général, puisqu'il dit que dû au système systémique de la protection des plantes, nous risquons de perdre des substances à cause des problèmes réglementaires dont a parlé Franck tout à l'heure, qui sont dans l'intérêt public et qui sont importants pour atteindre ces objectifs de l'UE sur 25% biologique. Donc, qu'est-ce que la Commission, quelles sont les pensées de la Commission et du Parlement sur le soutien aux substances naturelles qui sont dans l'intérêt public, mais dont l'enregistrement ne sont pas faisables financièrement, puisqu'il s'agit de marchés niches et ce sont des substances utilisées en petite quantité. Donc, voilà les questions de la question importante. Donc, je vais faire un tour de nos intervenants. D'abord, je vais commencer avec Franck, et puis on va passer à Jutta, et puis on va passer à un dernier mot de Madame Agua Fernandez. Donc, un dernier mot de vous, Franck. 1 minute. Donc, 1 minute. Donc, je vais, comme mentionné tout à l'heure, toute l'approche aux produits de protection des plantes en Europe est basée sur une énorme exigence de données. L'utilisation de produits de protection des plantes, il faut que ça soit sûr, mais tout le système ne permet pas des produits niches d'arriver sur le marché pour aider les politiques, aider les agriculteurs pour avoir des produits qui ont des effets faibles sur l'environnement, puisque l'enregistrement est trop cher. Donc, c'est là où on va perdre. Tout cela doit être abordé par la politique et pris en compte avec cette politique stratégie de la ferme à la fourchette. Merci Franck pour ce message très clair et une recommandation, Jutta, de votre part. Deux choses. D'abord, Franck a mentionné
le problème sectoriel. Il faut des financements pour faire des recherches sur ces produits niches et aussi un défi technique aussi, c'est-à-dire produire des documents de conseil et puis on détecte un problème et puis on modifie. Pour cela, il faut beaucoup de temps. Avant que et ces problèmes vont rester tant que ce n'est pas fait. Donc, notre proposition, c'est de formuler ces groupes d'experts pour une approche à court terme et apprendre comment aussi plus sur l'utilisation, comment inclure ces produits naturels dans l'enregistrement, puisqu'il y a un gros problème, une grosse différence si vous parlez comme une personne qui a déjà 20 ans d'expérience avec ces substances naturelles ou si vous parlez avec à quelqu'un qui examine pour la première fois une substance naturelle et qui dit c'est quoi cela. Donc une approche à court terme, ce serait de formuler un grand groupe d'experts des États membres et de EPSA sur les substances naturelles et de discuter comment travailler sur ces questions. Et une approche à long terme, c'est peut-être des règlements différents sur les substances naturelles. Merci. Merci, Jutta, pour ces recommandations claires aussi. À vous, Madame Agua Fernandez. Est-ce que vous pouvez aussi essayer de répondre à quelques-unes de ces questions posées dans la messagerie sur les grands défis? Donc, je vais faire de mon mieux. C'est mon mieux, mais je vais attaquer petit à petit puisque ce sont des questions complexes. Mais bon, pour Gabriela de Politica, je suis sûr que vous avez assisté à un certain nombre de nos événements de parties prenantes et quelques-unes de ces questions ont déjà été abordées lors de ces événements. Donc, je peux partager avec le public aujourd'hui les défis réglementaires que nous avons rencontrés en étudiant la révision du Sud, mettons d'un côté l'exploitation biologique, l'évaluation et la révision de la directive sur l'utilisation durable des pesticides. C'est ce que nous appelons dans la commission de la langue de bois, c'est-à-dire une révision au fond. Et avec cette évaluation, nous avons partagé, et c'est disponible publiquement avec les parties prenantes qui ont assisté à ces événements, une évaluation par un organisme externe et indépendant pour identifier les défis pour la mise en application et le contrôle du Sud ont été identifiés. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec chaque partie, chaque élément, mais évidemment, il y a eu des difficultés réglementaires ou des défis à la mise en application et ces directives. Il y a des problèmes, par exemple, avec les données qui ne sont pas collectées et partagées. Et il y a des données qui ne sont pas disponibles et comparables. Donc, cela rend difficile de comprendre et de dessiner le paysage des problèmes. Il y a d'autres difficultés. Par exemple, les plans nationaux sont variés en leur forme et le détail. Il y a d'autres difficultés concernant les drones et d'autres technologies. Des innovations technologiques n'ont pas nécessairement suffisamment étudié par cette directive. Donc, comme vous voyez, il y a un certain nombre de questions qui ont été identifiées et basées sur cette évaluation ou cette révision. Nous réfléchissons sur comment surmonter ces obstacles et de rendre la nouvelle directive appropriée pour le futur pour répondre à ces changements dans la technologie dans l'avenir. Et aussi, ça aborde les difficultés que d'autres secteurs ont abordées, non seulement les agriculteurs, mais les pays membres. Et je veux passer à la deuxième question. Pour les États membres, je ne peux pas vous dire comment
les États membres vont appliquer tout cela, mais nous travaillons avec l'idée que tout cela, c'est un domaine où nous devons tous travailler ensemble et il faut fournir aux membres les meilleures propositions afin que les exploitants peuvent se sentir satisfaits avec tout cela. Mais les États membres ont les moyens, les outils et la capacité de mettre en œuvre et appliquer cela pour que le citoyen se sente satisfait avec le niveau de protection concernant l'utilisation des pesticides. En résumé, c'est ma réponse à ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Agua Fernandez. Et on s'attend avec impatience aux propositions de la Commission au SUD, puisque, comme vous avez dit, il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau national pour rendre cette réduction de pesticides une réalité. Et nous n'avons pas assez de temps pour répondre à toutes ces questions, mais il y a une question sur l'initiative européenne qui a reçu plus d'1 million de signatures, mais ce n'est pas encore validé. Mais de toute façon, pour ces questions qui sont là, juste brièvement, ces cibles de la ferme à la fourchette pour 2030, c'est 50%. Ceci dit, 50% en termes agriculturels, si je peux dire humblement, c'est demain. Et donc, le travail ne s'arrête pas là et je dois qu'il faut voir plus loin. Il faut travailler tout de suite ensemble et puis, en fait, il faut se mettre en route et essayer de mettre en application et appliquer un meilleur cadre réglementaire et d'aller plus loin que les 50%. Ce n'est pas l'objectif ultime, c'est la cible, mais rien ne dit qu'on ne devrait pas viser plus loin. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. 50%, c'est une ambition initiale, mais je suis confiante que nous croyons tous que nous pouvons même atteindre quelque chose de plus élevé. Et ce serait une bonne idée. Et il y a la vie au-delà de 2030 et pour notre travail ensemble au-delà de 2030. Très bien, je pense que vos paroles représentent une transition parfaite pour des remarques en conclusion de M. Eric Andrieux, notre président pour cet événement aujourd'hui, puisque nous avons atteint la fin de ce séminaire en ligne. Donc je passe la parole à vous, M. Andrieux. Quelles sont vos remarques en conclusion? D'abord, mes remarques, c'est de vous remercier vraiment de la qualité de nos échanges. J'espère que les participants auront apprécié, même si c'est toujours dans un temps contraint. Et je crois que les propos de Mme Pilar Aguirre Fernandez sont des propos conclusifs finalement. C'est de dire qu'il faut toujours aller au-delà. Je pense qu'on est confronté à un enjeu majeur. Je le dis souvent, de retisser le lien entre agriculture, alimentation, santé, biodiversité, climat. C'est ça le chantier qui est devant nous. Et que dès lors qu'on prend la mesure des enjeux et que l'on acte le fait qu'il faut redonner du sens finalement donc, au modèle agricole alimentaire, ça veut dire de fait la question des pesticides se trouve. Voilà, on ne peut pas déconnecter ces quatre points, je le redis, hein, agriculture, alimentation, santé, biodiversité, climat. Et que donc ça rejoint l'approche holistique dont on a fait état tout à l'heure, et que dès lors que la question des enjeux sont posées et appréhendées par les décideurs, et en particulier les États membres, mais je pense qu'il nous appartient collectivement, donc, hein, par la règle et par la contrainte, excusez-moi, d'accompagner le changement de modèle. Et ce qui nous appartient de faire, c'est d'accompagner le secteur, l'ensemble des agriculteurs, pas à pas, comment dire, dans le changement de modèle. Parce que les solutions existent, elles sont agronomiques, elles sont de régulation, elles sont économiques. Et je pense que c'est une responsabilité globale que nous avons. Et pas à pas, il faut vraiment amener ces éléments de la transformation. Voilà. Donc, je voudrais dire ça. Donc, et on voit bien qu'il y a des perspectives réelles et que devant ces perspectives réelles, donc, hein, si le politique, dans son acception la plus large, prend la mesure des enjeux, il faut reconnecter la notion d'objectif, et là où nous avons progressé, avec les moyens que nous devons mettre en œuvre. Et les semaines qui arrivent vont être, de ce point de vue, essentielles
pour la question qui nous occupe ce matin. Voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir, je vous le dis sincèrement, et je pense qu'on va pouvoir franchir des pas importants dans les mois à venir. Voilà, parce que les solutions sont là, les enjeux sont posés, c'est une question de responsabilité collective devant finalement l'humanité. Et moi je crois qu'il faut que l'agriculture et l'alimentaire redeviennent au cœur du débat politique qui est devant nous. Et on le voit dans notre quotidien. Et si on redonne du sens à la position de l'agriculture et de l'alimentation, on va pouvoir répondre à ces grands enjeux qui sont devant nous. Et ce n'est pas uniquement par la réponse, je le redis, de l'agriculture de précision ou des nouveaux OGM qu'on va y répondre. Je pense qu'il faut distinguer les objectifs et les moyens. Donc, il nous appartient collectivement maintenant de mettre des moyens en face des grands objectifs que nous avons définis. Merci dans tous les cas, d'abord à l'IFOAM, bien sûr, pour cette belle séquence d'échanges et de travail, et à tous nos intervenants donc, pour la matinée. Merci à vous. Thank you very much, Mr. Andrieux, for hosting this event with us. Monsieur Andrieux, d'avoir présidé cet événement avec nous ce matin. Et merci beaucoup, Madame Agua Fernandez, d'avoir partagé votre temps avec nous pour cette discussion. On attend avec impatience ce rôle plus important dans l'agriculture biologique, dans la révision de la SUD et l'enlèvement des obstacles à l'enregistrement des substances naturelles dans les mois qui arrivent. Merci beaucoup à Frank Folk et à Jutta Kinzer aussi d'avoir été présent pour la discussion. Nous n'avons pas eu le temps de discuter de toutes les choses soulevées, donc peut-être il faudra organiser une autre discussion sur cela. C'est sur ces sujets. Je remercie notre audience et tous les organisateurs. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée.